Le face-à-face. Et tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff. Sally Diop, aujourd'hui maire adjointe déléguée à la jeunesse de Meaux, fondatrice de l'association Imani, association de lutte contre la violence faite aux femmes. Elle nous présente son livre Imani, c'est publié chez Michelon. Bonjour Sally Diop. Bonjour. Bonjour et très heureux de vous avoir au micro. Vous avez fait un livre passionnant, touchant et au moment aujourd'hui où on ne sait plus, tout le monde se fait passer pour des victimes, tout le monde se fait passer, voilà, on ne sait plus qui est bourreau, qui est victime, on est dans un amalgame et des confusions terribles. Au moins votre livre sur ce problème de la violence faite aux femmes et sur le problème de la culture ou de certaines cultures ou de certaines oppressions, eh bien, ce livre apporte une lumière crue mais belle. Et je rappelle, j'aime beaucoup, parce que vous dites quelque chose qui devrait être vraiment au fronton, je dirais de toutes les écoles et peut-être même de toutes les mairies. On ne choisit pas d'où l'on vient, mais on décide où l'on va. Et c'est vrai, on oublie ça, parce qu'il y a des gens qui se mettent en victime et qui pleurent du matin au soir, et il y a des gens qui ont été de vraies victimes, beaucoup plus qu'eux, beaucoup qui ont souffert, qui ont passé des parlements beaucoup plus qu'eux, et qui restent, effectivement, c'est tellement, je ne dirais pas plus confortable, mais c'est tellement plus facile dans cette position victimaire. Et vous, Sally Diop, vous avez, on peut pas dire que ça a été simple, excisé, je le dis parce que vous en parlez dans vos... Et bébé de 3 mois, vous avez été excisé. Vous avez eu un prédateur sexuel à 6 ans qui a essayé de s'en prendre à vous. On voulait vous marier à 15 ans, un mariage forcé. Vous avez connu les foyers polygames. Vous êtes passé partout. Et je voudrais savoir d'où vous avez eu cette force mais très tôt, de se dire oui, mais ça, c'est pas ce sort que j'accepte. Ce n'est pas ce destin qu'on essaye de me plaquer, donc on essaie de m'obliger. Eh bien, je ne l'accepte pas. D'où vous êtes venue cette volonté, cette force, à votre avis? Alors, je pense que cette blessure, justement, de l'excision, en fait, inconsciemment, m'a peut-être aidée. Parce que, souvent, je le dis, j'ai l'impression d'être une survivante et de vivre aujourd'hui, d'avoir vécu dans cet environnement, de connaître d'autres personnes, d'aller à l'école, d'avoir des amis et de connaître une autre normalité, m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, on avait la possibilité de pouvoir choisir, de pouvoir s'identifier autrement et surtout de voir deux cultures qui s'entrechoquent, de se dire on peut les rassembler et on peut essayer d'exister et d'être soi-même. Alors du coup, moi j'ai aussi une certaine force de caractère. Alors vous le disiez tout à l'heure, il y en a beaucoup qui souffrent, il y a beaucoup de victimes et ça malheureusement ça existe et on peut pas le nier. Maintenant il faut avoir une certaine force de caractère et c'est vrai que quand on n'est pas préparé et quand on n'a pas cette volonté, cette ambition, cette force et cet entourage aussi, parce que moi j'ai malgré tout beaucoup d'amour et beaucoup de gens qui m'ont entouré et qui m'ont soutenu et qui m'ont appuyé. Et donc, du coup, qui m'a donné aussi le courage d'avancer et d'aller jusqu'au bout. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça important de partager ce témoignage pour dire à tous que oui, on peut vivre des choses vraiment difficiles, mais il n'y a pas de fatalité et que on peut vaincre ce déterminisme social ou environnemental que l'on subit, en fait. Et justement, vous avez transformé cette expérience en conscience, vous avez transformé cette expérience en morale, avec vos activités effectivement à la mairie de Meaux, mais surtout avec aussi avec cette association Imani contre les violences faites aux femmes. Et je rappelle, on le dit, mais il faut rappeler que chaque jour sur la planète, vous le dites, 137 femmes assassinées par un conjoint, famille ou proche de la famille. 137 femmes chaque jour, 903 femmes déclarées violées chaque jour sur la planète et peut-être plus, 39 000 filles mineures mariées contre leur gré, 39 000, c'est énorme. Et puis, la moitié des femmes qui subissent harcèlement sexuel ou autre au travail. Et puis un chiffre terrible, on le sait, 62 millions qui n'acceptent toujours pas à l'éducation. Certes, des progrès énormes ont été faits, mais enfin, il y a encore des drames. Alors, justement, dans le quotidien, avec Imani, Sally Diop, et à la mairie de Meaux, mais avec Imani, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est l'objectif principal?
Alors, nous, on a vraiment 3 actions au niveau d'Imani. C'est déjà d'augmenter la représentation des femmes fortes. Parce que je pense qu'il est important que tout le monde puisse s'identifier, et surtout pour les femmes, de se dire que peut-être d'autres ont subi des violences, mais qu'elles ont réussi à s'en sortir. Et ça aide à la reconstruction. Donc aujourd'hui, on a un vrai projet où on est en train de mettre en place des vidéos de femmes qui vont témoigner de leur expérience et de toutes sortes de violences, des modèles de réussite ou des modèles de résilience de femmes inconnues, mais qui sont des femmes exemplaires. Et donc, on part sur 100 femmes inspirantes donc sur cette vidéo-là. Et notre objectif à long terme, c'est de pouvoir créer une plateforme qui, déjà, dans un premier temps, va servir d'identification, d'empowerment, alors d'émancipation, comme on dirait pour les femmes, mais aussi, dans un autre temps, de pouvoir être comme un conseil d'observation pour pouvoir aider les victimes et dénoncer ces violences et leur aider à travers un réseau de femmes solides qui vont un peu mettre la pression sur les autorités et voilà, les institutions pour faire avancer les choses. Vous dites d'ailleurs, c'est très intéressant, vous dites femmes solides. Et effectivement, je crois d'ailleurs c'est valable pour les hommes. Je crois qu'on a beaucoup besoin en ce moment d'hommes solides et de femmes solides. Parce que sinon, les repères, ils partent n'importe comment, n'importe où. Sally Diop, restez avec nous, c'est passionnant. On se reprend après une petite pause, on continue cette conversation. Et nous reprenons notre conversation avec Sally Diop, avec son livre Imani. Je rappelle, on ne choisit pas d'où l'on vient, mais on décide d'où l'on va, le récit de sa vie, une vie très dure au début, très dure, mais en même temps avec cette volonté de se battre et d'exister, qui vous est chevillée au corps, madame. Je suis très frappé effectivement de cela. Dans un temps, je voudrais qu'on parle un peu de ça, l'environnement. Aujourd'hui, on a vu ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en France avec les manifestations d'hier soir notamment, etc. Et j'ai l'impression, mais dites-moi ce que vous en pensez, qu'on essaie d'assigner à résidence les gens. Toi, t'es noir, toi, t'es blanc, toi, t'es ceci, toi, t'es cela. Et donc, si tu es noir, tu dois te comporter comme ça. Si t'es blanc, tu dois te comporter comme ça. On essaye, à part quelques esprits justement un peu plus solides que ça, on essaie de jouer aux gendarmes et aux voleurs, mais version communautariste, version identitaire, version chacun dans son coin et on se regarde en chien de faïence. Est-ce qu'il ne faudrait pas un tout petit peu sortir de là, Sally Diop? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu des politiques qui ont fait que les gens se sont retrouvés entre communautés, entre milieux sociaux, dans des environnements différents. Et notamment, quand on parle des quartiers, quand on parle des banlieues, c'est souvent des gens issus de la diversité, qui a une forte concentration, je veux dire, de problèmes sociaux de manière générale. Après, moi, je suis vraiment... je parle beaucoup de mixité, je pense que c'est très important. Ce que l'école donnait auparavant, c'est qu'il y avait énormément de mélange et qu'il y avait exactement cette mixité sociale, parce que moi je me souviens des années en primaire, au collège et au lycée, c'est que mes meilleurs amis étaient vraiment différents de moi, de couleurs différentes, de cultures différentes, et donc du coup j'avais la possibilité de pouvoir voir d'autres choses à notre environnement et de pouvoir mieux m'intégrer dans la société avec ce que je vivais chez moi à la maison. Maintenant, si on continue à renfermer les gens, à les conditionner, à les placer entre eux et à, j'ai envie de dire, construire peut-être des quartiers ou des ghettos et autres, effectivement, l'écart va se creuser et c'est plus difficile parce qu'on demande à celui qui, pour lui, n'a pas forcément la possibilité, on va dire, moi j'habite en banlieue et que pour aller à Paris, il me faut 2 heures de transport. Si je veux aller à un événement après le travail pour pouvoir me mélanger avec d'autres personnes, il me faut rentrer très tard et parfois j'ai pas de transport. Comment je fais pour me mélanger avec d'autres personnes? Comment je fais pour entrer dans d'autres milieux? Comment je fais pour partager autre chose? Elle est là toute la difficulté. Donc voilà, c'est pour ça que la politique est aussi importante, parce que c'est des enjeux politiques et aussi et après c'est l'ouverture d'esprit de chacun. On est dans un formidable pays, on peut débattre.
Voilà, c'est ce qui est intéressant. Oui. On peut débattre, on peut partager et on a cette chance de pouvoir débattre. Maintenant, parfois, on ne s'entend pas. Maintenant, ce qui serait important, c'est de s'écouter et de s'entendre les uns les autres et de trouver ensemble des solutions. On est bien d'accord, Sally Diop, mais non, mais c'est très important et j'imagine que ce que vous faites, notamment à la mairie de Meaux. Mais est-ce que vous ne croyez pas, franchement, sans tomber, sans nommer ou dénoncer qui que ce soit, mais moi j'ai l'impression, enfin, tout se passe comme s'il y a des gens, d'ailleurs que ce soit droite, gauche, etc. Je ne parle pas de, je ne fais pas de politique partisane. Il y a des gens qui ont intérêt à souffler sur les braises. On dirait qu'ils en font presque un fonds de commerce ou peut-être un fonds de commerce électoral, je ne sais pas. Mais on a l'impression, voilà, il y a des gens de part et d'autre et dans tous les camps qui sont plus royalistes que le roi, sont plus révolutionnaires que les révolutionnaires, sont plus communautaristes que les communautaires. Font du zèle. Et quand je dis qu'ils font du zèle dans la séparation. C'est ça qui est grave. Faire du zèle, c'est très bien quand c'est dans le positif, mais quand c'est dans la division, c'est peut-être plus préoccupant. C'est toujours la même chose, à qui ça profite dans tous les domaines, que ce soit en politique, que ce soit pour les violences, que ce soit pour autre chose, à qui ça profite à chaque fois. La personne à qui ça profite, si elle n'a pas d'intérêt à j'ai envie de dire, peut-être partager le gâteau ou se mélanger et qu'elle a moins d'intérêt, eh bien là, pour le coup, c'est plus difficile, elle n'a pas envie. Donc du coup, elle se rebelle, mais c'est juste, parfois c'est la peur aussi, la crainte de l'inconnu, la peur de se mélanger ou d'accepter des choses qu'elle ne connaît pas et l'ignorance de se dire qu'elle va peut-être perdre des privilèges alors que c'est pas forcément vrai ou l'ignorance de se dire elle va perdre peut-être une supériorité entre guillemets ou autre chose alors que c'est pas forcément vrai. Voilà. Il y a tout ça, c'est un statut, etc. Oui, c'est vrai que c'est complexe, mais c'est vrai que s'il n'y a pas la volonté de dépasser ça, on est très 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 mal barré. Juste un mot, et on va continuer la conversation avec vous, avec les auditeurs, et on est ravis de vous avoir au micro de Sud Radio. Sally Diop, aujourd'hui, est-ce que par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez l'équilibre, enfin vous vous sentez dans un équilibre qui vous, je dirais pas qui vous comble, mais enfin qui vous va, qui vous sied? Alors moi, je suis vraiment aujourd'hui très très heureuse et très épanouie. Mais encore une fois, comme vous dites, quand j'ai écrit le livre, au bout du livre, je sortais d'une période très difficile. Et la plus difficile des périodes, c'était cette lutte contre moi-même. Justement, quand je devais faire face à des blessures intérieures. Et effectivement, j'ai atterri à l'hôpital, dépression, etc. J'avais même plus envie de vivre. Et aujourd'hui, j'ai réussi, le fait d'avoir réussi à dépasser ça, et d'avoir rencontré aussi l'amour aussi, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et bien forcément, aujourd'hui, je suis vraiment très épanouie. Et en plus, je vois qu'autour de moi, ça a changé. Ça veut dire que ma famille accepte mes choix, ma famille me soutient et mon environnement est aussi, me soutient aussi énormément. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir dépasser ses craintes, ses peurs, d'être épanoui, d'essayer d'être heureux, parce que ça profite à tout le monde finalement. Quand on est bien à l'intérieur, l'extérieur va mieux et puis ça a un effet boule de neige quelque part. Tout à fait. On va continuer à parler de tout ça après les informations avec les auditeurs du Sud Radio. Merci Sally Diop, à tout de suite, à tout à l'heure. Et je rappelle la référence de l'ouvrage de notre invité Sally Diop, Imani. C'est un beau témoignage, c'est publié chez Michalon. Vous nous appelez 0826 303. Et nous sommes toujours avec Sally Diop, maire adjointe, déléguée à la jeunesse de la ville de Meaux et surtout femme debout. Selon l'expression de Ségolène Royal, c'était une belle expression il y a 10 ans qu'elle avait utilisée. Et puis évidemment, avec vous, hommes et femmes debout, auditeurs de Sud Radio, c'est à vous. 0826 303 direction Paris. On donne la parole à Richard sur Sud Radio. Oui, bonjour. Bonjour, messieurs. Bien, je voudrais revenir, monsieur Berkoff, sur votre interrogation restée sans réponse, en disant, tiens, l'armée a commandé 1 tonne de chloroquine. Il y a une raison évidente. Puisque étant donné qu'on a des armées en Afrique, au Mali, un peu partout au Sahel, donc c'est contre le paludisme. Donc c'est normal qu'ils se prémunissent. Mais écoutez, ça me paraît très logique ce que vous dites, mais pourquoi je me suis posé cette question? C'est que quand on a posé la question,
je vous assure, au ministère des Armées, à quelqu'un du ministère des Armées, eh ben, on n'a pas eu de réponse. Non, mais je veux dire, en dehors du... Bon, écoutez, non, c'était au moment quand même où, vous savez, la polémique sur l'hydroxychloroquine battait son plein, et d'ailleurs, elle bat toujours son plein, vous avez vu, avec The Lancet et compagnie. Donc, on a dit, écoutez, vous avez commandé une tonne, c'était au moment où on disait, attention, l'hydroxychloroquine, ça doit se prendre, parce que je vous rappelle, Richard, ça ne doit se prendre qu'en fin de parcours à l'hôpital, etc. Ce qui était évidemment pas du tout, d'ailleurs, indiqué par les promoteurs de l'hydroxychloroquine, de la bithérapie, notamment Didier Raoult. Donc, on a posé la question, voilà, c'est tout, et on ne nous a pas répondu. Voilà. Bon, mais je dirais, votre réponse, en tout cas votre interprétation, me paraît évidemment frapper au coin de la logique. Mais alors, est-ce que ça n'a été que pour l'armée, les soldats présents en Afrique ou pas? That is the question. Elle reste là. Oui, et Monsieur Berkoff, encore quand même une question concernant ce sujet. Il y a tout le monde critique la revue Lancet. À juste titre, puisque s'ils ont bluffé, s'ils ont raconté n'importe quoi, c'est sûr. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure. Par contre, ce que je m'étonne, c'est que 15 jours, 8 à 10 jours avant, était paru dans le Parisien toute une étude, faite par la revue Prescrire, qui n'est pas n'importe qui, et qui a fait autorité en donnant son avis sur les médicaments. Et là, c'était négatif. Ils avaient une étude à partir d'une base chinoise. Après, ils avaient fait une étude sur les hôpitaux parisiens, une étude sur les hôpitaux de Nice, et tout était négatif concernant la chloroquine. Bon, vous prenez le Parisien. Oui, je sais, j'ai entendu parler. Et alors, il y a aussi autre chose, et j'en aurais presque terminé. Ça concerne, sur C'est à vous, l'émission quotidienne là sur la 5, et qui avait invité Alex Kahn. Et Alex Kahn, c'est pas un charlot. Non, mais c'est pas... Attendez. Alex Kahn n'est pas ni épidémiologue, ni infectiologue. C'est pas parce qu'on est médecin et qu'on n'est pas charlot qu'on connaît en tout. Le problème, il est là aussi. Vous avez vu quand même, Richard, je vous interromps. On a vu se succéder sur les plateaux de radio, de télévision, de partout, des gens, des médecins généralistes, etc. Je veux bien, chacun donne son avis, chacun a le droit de donner son avis. Mais, enfin... Qui connaît bien? Ce sont les gens qui s'occupent des virus, ce sont les épidémiologues, ce sont les infectiologues, c'est cela. Je vous signale que dans le conseil scientifique autour de Macron, il y avait très peu, s'il y en avait un seul, je ne suis pas sûr. Voilà, le problème est là, c'est de dire des choses. Mais quelle est la compétence? On aimerait bien savoir. Moi, je veux bien, chacun a le droit à son opinion. Mais au moins, moi, par exemple, je dis, je n'y connais rien, je ne me permettrai pas d'avoir une opinion en disant c'est bon ou c'est pas bon. Je constate. Oui, bien sûr. Mais... vous voyez, c'est ça. Mais attendez, justement, comment il a fonctionné? Il a pris des précautions oratoires en disant j'ai fait des études avec Raoult. Bon, je ne veux pas être désobligeant vis-à-vis de lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres. Il a dit j'ai repris les chiffres de des Bouches-du-Rhône. Et à partir de ces chiffres-là, comme il y a quelques chiffres qui m'intéressent, on voit qu'il y a 5 fois plus de victimes que la moyenne nationale. Bon. Alors écoutez, ça c'est totalement faux et tout le monde l'a dit. Alors je ne sais pas si Axel Kahn a dit ça, encore une fois je n'ai pas vérifié, mais je peux vous dire que tout le monde, y compris les anti-Raoult, y compris ceux qui le détestent et qui trouvent que c'est un charlot, ou presque, enfin, ce qui me paraît quand même très exagéré. Mais je peux vous dire que les chiffres, de Marseille et des Bouches-du-Rhône, relisez aujourd'hui, regardez, allez sur Google, Richard, vérifiez, vous allez voir que dire que les chiffres de Bouches-du-Rhône sont 5 fois supérieurs à victime de la moyenne nationale, alors là, je peux vous le dire, je ne sais pas qui l'a dit, s'il a dit comme ça, mais moi je vous l'affirme, c'est un faux, et un faux véritable. Voilà, c'est tout. Ça, il faut pas... Vous savez, le problème qu'il y a là-dedans, mais c'est valable pour moi, comme pour vous, comme pour tout le monde, faut vraiment raison garder dans cette histoire. Il faut vraiment voir, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est quand des gens comme The Lancet, qui sont vraiment Lancet et New England Journal, qui sont des gens, et le docteur Frogel l'a dit très bien, c'était la Bible et l'évangile de la science. C'est des gens dont on ne pouvait pas soupçonner une minute qu'ils allaient publier quelque chose qui ne soit pas vérifié, revérifié, etc. Et là, ça a été le contraire.
ça a été n'importe quoi, et aujourd'hui tout le monde le dit. Sauf que c'est sur ce n'importe quoi que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et que notre ministre de la Santé et le gouvernement a pris des décisions. Alors moi je me pose des questions, et moi je suis pas le seul, tout le monde se pose des questions. Sur quelle base vous prenez des décisions, vous voyez? C'est ça le problème. Après les batailles chiffres, je ne sais pas. Moi, vous voyez, vous avez entendu quelque chose, Richard, et je suis sûr que vous avez répété ce que vous avez lu. On a entendu aussi le contraire. Je crois que pour le protocole de Raoult, attendons de voir, je pense qu'on va voir s'il est effectivement valable, enfin je veux dire valide complètement ou pas. Ça, le temps le dira, et à mon avis, le temps le dira assez vite. Voilà, Richard, vous aviez autre chose, mais n'hésitez pas. Oui, pour en terminer. Je veux dire, bon, oui. Dr Raoult est pas malheureux, puisque j'ai vu que pour son Institut Méditerranée Infection, c'est financé par la région PACA, par l'État, par l'armée française et par les fonds européens. Alors, donc, il est pas malheureux. Hein. Non, mais d'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il était malheureux. Hein. Il pleure pas. Non, mais on veut faire croire qu'il est malheureux, qu'on veut l'empêcher. Non, on veut l'empêcher. Ce qu'on a fait croire, c'est que son protocole ne marchait pas. Or, tous les gens qui disent que le protocole ne marchait pas... les fonds ne lui sont pas sabrés. Non. Voilà, je vous remercie, M. Berkoff. Merci à vous. Merci à vous, Richard. 0826 300 300. Je rappelle qu'on est toujours avec l'invité d'André Berkoff, à qui peut-être, André, vous voulez donner la parole. Oui, je voulais donner la parole effectivement à Sally Diop. Sally Diop, il y a une question que je voulais vous poser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à ce que vous avez connu dans, disons, dans votre adolescence ou dans votre enfance. Est-ce qu'à votre avis, et il faut effectivement dépasser les effets médiatiques, les manifestations, les heurts et tout ça, aujourd'hui, on est dans une période un peu compliquée, un peu, allez, on peut dire violente quelque part. Est-ce qu'à votre avis, du point de vue dont nous parlions, effectivement, le dépassement des ghettos, etc., ça s'est aggravé par les générations, ça s'arrange, parce qu'on a l'impression au contraire que ça se durcit, encore une fois. Et est-ce que par rapport à votre enfance et votre adolescence à vous, vous trouvez que ça a changé, et dans quel sens? Alors, ça dépend des territoires, je pense. Et il y a plusieurs facteurs, et sur certains aspects, moi je pense que ça s'est aggravé. Mais encore une fois, vous savez, moi j'en parle très bien dans mon livre, hein, je l'explique, que ce soit des violences policières, la discrimination, la précarité. J'aime bien revenir à la devise de la République à chaque fois et dire on est dans un pays, on parle de liberté, égalité, fraternité. Vous savez, nous, ce qu'on demande quand on est issu soit de la diversité ou qu'on est issu des quartiers, c'est juste d'avoir le même traitement que tout le monde. Parce que quand parfois on est issu d'une famille modeste, qu'on n'est pas aisé, eh bien on veut, notre priorité c'est de garder cette dignité justement. Et quand la dignité elle est bafouée, eh bien l'émotion nous dépasse. Et elle est là toute la difficulté. Et pour beaucoup de jeunes, et surtout aujourd'hui, eh bien, ils se sentent de plus en plus stigmatisés, et aujourd'hui, il est de plus en plus difficile, même en parlant de l'école, d'avoir même un bac+5 et de trouver un emploi juste à cause de son adresse ou de son nom de famille. Alors, forcément, on se demande où est l'égalité, et surtout on se demande où sont les perspectives. C'est vrai. Alors moi, il y a deux questions que je voulais poser, mais vous savez très bien que dans la France des profondeurs aussi, je dirais en Lozère et dans les Causses et dans les Cévennes, vous avez des gens qui ne sont pas issus peut-être de la diversité ou de l'immigration, qui sont très pauvres. C'est-à-dire que la pauvreté, elle est très partagée, comme vous savez en France. Oui. Non, faut pas l'oublier, parce que des fois, on a l'impression qu'il n'y a que dans les cités, les quartiers, qu'il y a les pauvres. C'est pas vrai, vous le savez très bien. Il y a des pauvres en France partout. Ah oui, complètement. Ouais. Mais moi, je parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu. Je comprends. Voilà, mais alors, tout à fait. Mais alors, je reviens à ça. Qu'est-ce qui fait? Je reviens à votre livre. Qu'est-ce qui fait encore? Alors, vous allez m'expliquer. C'est la culture. C'est quoi? Qu'il y a encore de telles manifestations. Allez, faut le dire, de violences faites aux femmes. Alors, il n'y a pas c'est malheureusement tout le monde, quelle que soit son origine, son ethnie, sa couleur, est frappé. Mais j'ai l'impression que quelque part encore, on n'a pas surmonté dans certaines cultures
cette idée de considérer qu'une femme est un être inférieur, qu'une femme est, allez, disons-le, un sous-homme, qu'une femme, c'est pas, attention, disons, il y a, vous savez ce que disait un film français très connu il y a 15 ans, La maman et la putain. Style, il y a les mères et il y a les putes. Alors, c'est caricatural, bien sûr, mais qu'est-ce qui fait, évidemment, qu'il y a encore cette culture-là qui est là, chez des jeunes? On se dit, mais les jeunes, qu'est-ce que... Je comprends que pendant un moment... Alors, comment vous expliquez ça? Moi, ça me... Voilà. Écoutez, ça, c'est un problème mondial. Parce que, et avec le confinement, ça s'est révélé. Tous les types de violences faites aux femmes se sont aggravés et ont augmenté partout. À chaque société, après, son type de violence, j'ai envie de dire, sans vouloir stigmatiser. Le problème, c'est que pour beaucoup, on est dans des sociétés patriarcales ou des sociétés à dominante masculine. Un chiffre que je vais vous citer, c'est que la population mondiale, les femmes sont la moitié de la population humaine, en fait. Et quand on voit dans les postes de direction, par exemple, que ce soit politique, grandes entreprises, etc., les femmes, c'est entre 18 et 20% qu'elles occupent de postes de direction. Alors après, on peut se poser la question, si elles n'arrivent pas, elles n'ont déjà pas accès à certains postes, après, pour différentes questions, parfois c'est le plafond de verre que les femmes s'imposent elles-mêmes, ou des choix structurels qu'elles ont elles-mêmes, en fait. Mais déjà, ne serait-ce avoir cette possibilité-là, de se dire, quand on veut et qu'on peut accéder à certains postes de direction, ne serait-ce pour permettre à d'autres femmes également d'y accéder, eh bien, elle est là, la question. Et puis les images, faut dire les images, quand on regarde les images que l'on a autour de soi, c'est les femmes, quand elles ont la parole, eh bien, on se pose la question, quand une femme réussit quelque part, on se demande comment elle a fait pour y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas une connotation, non pas de compétences, autre, je voudrais pas citer, mais voilà, elle est là toute la question, c'est que c'est jamais le mérite. Mais de promotion canapé, oui, mais non, je vois ce que vous voulez dire. Maintenant, on peut dire quand même que le féminisme a beaucoup bougé, a beaucoup d'évolution. On va en parler avec vous. Restons ensemble, Sally Diop et les auditeurs et auditrices de Sud Radio. Beaucoup de choses à dire sur les rapports entre hommes et femmes, notamment. À tout de suite. Et bien, évidemment, dans tous mes états, et toujours avec Sally Diop, maire adjointe déléguée à la jeunesse de Meaux, de la ville de Meaux, et avec tous les auditeurs de Sud Radio. C'est à vous. Et commençons par Vladimir au 0826 300 300. Vladimir qui nous appelle du Cantal sur Sud Radio. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Monsieur Berkoff. Et merci beaucoup de représenter la parole des Français qui sont silencieux et qui n'en pensent pas moins. Voilà. Je suis un indépendant et alors moi je voulais parler au sujet d'Objectif France. Et la personne qui a parlé là a parlé de manière excellente. Et Rafik Mati, qui est le président d'Objectif France. Voilà, et je vais me tourner vers lui parce que nous sommes, je pense que l'État profite du fait que les Français silencieux comme nous sommes trop divisés et il faut absolument qu'on se trouve de quoi se rassembler aujourd'hui. Et je pense que le Covid-19 est une vague qui fait que on va passer le cap. Moi, je suis quelqu'un de très peu dérangeant. Je travaille au quotidien, je suis indépendant, je suis architecte et charpentier. J'ai fait un choix, voilà, ce choix-là, et aujourd'hui on n'en peut plus. Les petites entreprises comme nous, eh bien on tire la barque France et on n'en peut plus. On n'en peut plus d'avoir une classe politique qui est issue de 68 et qui est une classe politique qui, à l'époque d'ailleurs, dont le slogan était « Il est interdit d'interdire », et aujourd'hui on s'aperçoit que de plus en plus de choses sont interdites, et moi je suis un quinquagénaire, il me reste à peu près 20 ans à peu près à vivre à peu près décemment, mais je n'aurai pas de retraite, ça je le sais, et même la retraite d'un artisan c'est 700 €. Donc moi, on sait très bien que la fonction publique
après-guerre, vous avez 40% de communistes en France. Le marxisme est toujours virulent en France. Ce marxisme a phagocyté toute l'administration, et même, j'irai au-delà, mais je prononcerai ce mot qu'à la fin. Nous avons une caste qui s'est installée, à Aurillac en particulier. Moi, j'ai atterri ici en tant qu'architecte. Le premier architecte pour lequel j'ai travaillé, c'est également phagocyté, et vous avez un précaré qui est phagocyté par une caste qui est présente. En fait, c'est un clergé, une noblesse. Juste Vladimir, je voudrais vous demander, quand vous dites, oui, c'est un clergé, une noblesse, et on le sait, hein, et un tiers-état mordier. Mais juste Vladimir, j'ai une question. Quand vous avez commencé, vous avez dit, on n'en peut plus. Vous pouvez me dire précisément, vous, entrepreneur, architecte, effectivement, sur précisément où vous n'en pouvez plus? C'est les taxes, c'est les impôts, c'est les charges, c'est quoi? C'est trop de charges sociales. Et d'ailleurs, ce qui est malhonnête, vous voyez, avec le Covid-19, quand on nous dit, vous comparez le mois de mars avec le mois de mars, ce n'est pas vrai. Nous, c'est toujours à rebours. Il n'y a pas beaucoup alors que l'on soit salarié. Alors moi, je travaille quasiment seul. Et je suis mon ouvrier, mon patron. Donc, je ne peux pas recevoir... je peux comprendre ce que vit un salarié sur un chantier, un maçon en particulier, qui arrive à 50 ans et qui en base des ronds de chapeau, en plus dans notre région où le climat est particulièrement rude. Eh bien, ces gens-là devraient pouvoir occuper des places dans la fonction publique. Et c'est ma première idée. La fonction publique appartient à tout le monde. Cette fonction publique qui a été phagocytée par la gauche, et qui est aujourd'hui un électorat. C'est un électorat. Si je prends le cas d'Aurillac, vous avez toute la fonction publique, ce sont les petits copains qui ont été placés. Les petits copains qui votent pour un élu. Et c'est comme ça que tous ces élus fonctionnent à travers la France. Donc la fonction publique, elle appartient à tout le monde. Moi, je la finance. Je la finance pour leur salaire. Je la finance pour leur retraite. Et on se retrouve, nous, les paysans, avec 300 € de retraite. Hein, c'est ce qu'on a ici dans la région. Vous avez des personnes qui vivent avec 300 € par mois, alors qu'ils ont travaillé comme des durs. Mais les paysans, tous les jours. J'ai fait 15 ans à Paris. J'ai fait l'école des Beaux-Arts et je suis resté 15 ans à Paris. J'ai quitté Paris et je peux vous assurer que parfois, vous avez beaucoup de journalistes qui sont aveugles. Venez en race campagne, venez en zone rurale. On oublie tous ces petits vieux qui crèvent avec 300 € et qui vivent dans des intérieurs, mais indécents, absolument indécents. Alors on s'occupe des banlieues où en effet il y a des problèmes. On s'occupe de la ville. Mais on ne s'occupe pas de cette zone rurale où, en effet, vous avez des petits vieux qui vivent dans des lieux indécents, absolument indécents. Ils ne plaignent jamais, ils triment tous les jours. Alors moi, déjà, la fonction publique, elle appartient à tout le monde. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive en fin de carrière et suivant son grade, si c'est un simple ouvrier, il peut occuper un poste dans la fonction publique et où on joue ce rôle de conversion, de reconversion, hein, puisqu'on parle de reconversion et de possibilité de s'adapter à la situation, eh bien cette fonction publique, elle appartient à tout le monde et pas à des casquettes politiques en particulier et aux syndicalistes entre autres. Voilà. Donc ça serait la première chose. Et la deuxième chose, l'État, c'est que de toute façon, on va devoir en arriver sur les 1750 agences d'État qui existent en France, il va falloir faire le ménage. Ce sont des refuges à hommes politiques. Tous ces hommes politiques-là qui cumulent des postes de président, vice-président, directeur, sous-directeur, et tous ces types-là, on les entretient, on leur paie des retraites, on leur paie des salaires mirobolants. Au Louvre, on a viré du monde au niveau du terrain, et on est allé mettre 5 au lieu de 2 directeurs, il y en a 5 maintenant, pour régler les affaires transversales. Vous voyez un peu le vocabulaire, pour régler les affaires transversales. Je sais, Vladimir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle la caste, et vous l'avez très très bien défini. Et effectivement, il faut s'en occuper. Restez avec nous. On va se retrouver avec Sally Diop, avec vous, avec tout le monde, après cette petite pause. Et les Français ne nous
ne nous arrêterons pas et ne s'arrêteront pas de toujours parler aux Français. Et justement, je voulais revenir avec vous, Madame Sally Diop. Vous avez vu, on parlait de la France et on parlait des différences, vous savez, de la France des profondeurs, de la France des campagnes, de la France des cités, de la France des villes. Et vous avez entendu, je pense, le témoignage de Vladimir sur ces vieux dans la campagne qui vivent dans le logement, il faut dire, qui ont 300 € de retraite par mois. Et c'est ça. Et on a l'impression que, vous voyez, on ne parle que de certaines choses. C'est très bien de parler des cités, des villes, des banlieues. Et puis cette France-là, eh ben, on a l'impression qu'on l'ignore, qu'on la connaît pas, qu'on dit oui, bon, ben, écoutez, ils existent. Et on s'en fout. Et vous, et justement, vous, la responsable d'une ville, responsable d'une cité, et Dieu sait, vous êtes placé pour la souffrance et pour savoir le combat. Vous voyez, il y a aussi cette autre France qui a l'impression qu'on ne s'occupe absolument pas d'elle et qu'on la laisse, allez, il faut le dire, crever à 300 € par mois, on fait quoi? Qu'est-ce que vous en pensez, Sally Diop? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur et justement, moi, à travers mon action, en tout cas par rapport aux femmes, j'ai des témoignages de femmes qui viennent exactement également de cette France où certaines femmes m'expliquaient qu'elles vivaient également ces mêmes problématiques-là, avec justement la pauvreté, avec parfois dans leur culture aussi, hein, des femmes françaises qui viennent de milieux vraiment ruraux, une femme notamment qui va témoigner, qui me disait, moi on me disait au baccalauréat c'est bon, tu t'arrêtes là, c'est déjà pas mal si tu vas jusqu'au bac, et puis de toute façon après ça va être le travail de la terre et tu vas contribuer à aider à accompagner ton mari, etc., etc. Moi je l'entends tout à fait et c'est vrai, elle existe cette souffrance là et c'est pour ça que moi je dis à tout le monde, il faut prendre la parole et il faut parler parce que cette population là justement elle n'en parle pas, elle ne dit pas, elle est silencieuse, elle souffre et du coup eh bien on n'a pas conscience de ça ou souvent on l'oublie et effectivement moi j'encourage à prendre la parole, à dénoncer, à dire oh là là ne nous oubliez pas, on existe, il faut aussi qu'il y ait des choses, des plans pour s'occuper de nous parce que c'est vrai que moi je suis dans le territoire du Pays de Meaux aujourd'hui pour apporter plus de précision, je suis devenue vice-présidente de l'agglomération du Pays de Meaux et on a plusieurs petits villages et par exemple au niveau des transports c'est juste voilà c'est une difficulté vous avez de gros problèmes au niveau des transports dans la région, vous avez de gros problèmes au niveau dans la région au niveau des transports encore? Écoutez, dans certains villages ils ont un transport, ils ont très peu de trains, très peu de bus, ils sont éloignés des centres commerciaux, ils ont des difficultés à la mobilité tout simplement, hein. Donc pour l'emploi quand on n'a pas de mobilité, comment on fait et elle est là toute la question et après c'est la question de subsistance et tout ça et effectivement c'est des problématiques, c'est des enjeux et c'est à tout le monde en fait de se battre, de lutter et de faire en sorte que les choses profitent à tout le monde et que l'on puisse faire avancer dans tous les domaines pour tous les citoyens. C'est vrai, c'est bon pour les familles, c'est bon pour les femmes, c'est bon pour les relations entre hommes et femmes. En fait, c'est le collectif et l'individu, c'est la famille, mais c'est aussi la cité. Tout dans le marché de concert, on sait bien, tout peut pas fonctionner selon une baguette magique. Mais justement, vous vous battez et d'ailleurs, on mettra Imani, on mettra évidemment le site et on mettra l'adresse de l'association pour celles et ceux que ça intéresse, bien sûr. Jean-Marie, avons-nous d'autres auditeurs? Évidemment. Toujours, André, surtout à cette heure-là. On part dans le Rhône, 0826 300 300. On donne la parole à Martial sur Sud Radio. Oui. Bonjour Martial. Bonjour André. Je vous remercie pour pouvoir nous donner la parole au dernier de cordée. Hein. C'est vraiment sympa. Hein. Vraiment sympa. C'est la moindre des choses. J'ai deux sujets. Donc le sujet sur l'étude là, et puis le sujet sur les violences faites aux femmes. Donc allez-y. Je voulais remercier Sally Diop d'avoir écrit son livre parce que c'est quand même pas facile de. Je l'ai pas lu encore, mais je vais le lire.
Mais c'est pas facile d'écrire quand on a subi des violences, c'est pas facile d'écrire. Donc voilà. Absolument. Mais je vais commencer par les violences faites aux femmes, et je pense que la France, on est vraiment à la traîne sur les violences faites aux femmes. On pense que l'État est timide là-dessus et ne fait rien. Et je voulais, pour vraiment avancer dans ce domaine, faire un parallèle avec, vous savez, quand on a voulu réduire le nombre de morts sur les routes. L'État a institué le permis à points et des sanctions sévères et tout, et on a réduit le nombre de morts de moitié. Et je dis qu'on peut réduire le nombre de femmes violentées, battues, oui, martyrisées. Mortes. On peut le réduire, mais très rapidement. C'est-à-dire que. Comment ça? Je pense qu'on adopte les mêmes techniques qu'avec le permis à points. C'est-à-dire que voilà, un homme qui a violenté sa femme et c'est avéré que voilà, c'est un homme dangereux, on lui retire tous ses droits parentaux tant qu'il ne se fait pas soigner. Voilà. Et tant qu'il ne se fait pas soigner par un psychiatre, un psychologue, machin, il n'a plus aucun droit parental. Ce qui fait que ça protège la femme et ses enfants pendant un laps de temps. Voilà, et je dis que si on veut, on peut. Et je pense que la France pourrait aussi mettre en place un numéro où les femmes, dès qu'elles sont en danger, elles puissent appeler et tout de suite, dans l'heure qui suit, elles peuvent être protégées et hébergées. Ça, je crois qu'il existe, ça. Pas partout. Mais peut-être pas partout, oui. D'accord. L'État veut, elle peut le faire, exactement. Alors, écoutez, juste, je voudrais que Sally Diop réponde à ça, et vous allez ensuite parler de l'étude. Je voulais dire à Sally, est-ce que vous ne croyez pas que dans ce qu'elle a vécu et tout, et même en France, est-ce que la culture de l'obscurantisme n'est pas due à toutes ces violences aussi? Voilà. La culture de l'obscurantisme, vous dites. Oui, c'est ça. D'accord. Sally Diop, à vous. Voilà, c'est une proposition, donc, les droits parentaux pour essayer de sanctionner plus l'homme violent. Écoutez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un problème, j'ai envie de dire, de société, d'éducation, de culture. Il y a tout ça qui se mélange. Pour le numéro, il y a le 3919 pour les femmes, mais vous savez qu'il y a des femmes qui sont violentées, qui subissent des violences conjugales, par exemple, et qui ont du mal à porter plainte parce que souvent elles remettent en question leur amour. C'est peut-être une forme d'amour. Il y a tout ça, c'est la manière dont on a grandi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se posent et c'est vraiment très très compliqué. Et c'est pour ça que, encore une fois, moi quand j'en parle, quand je témoigne, c'est pour dire que il y a une autre réalité qui existe et c'est pas forcément ce qu'on veut bien nous faire croire ou ce que on veut bien nous montrer de temps en temps. L'amour, déjà dire à une femme qu'elle peut dire non parce qu'elle n'a pas envie d'accepter telle ou telle situation, déjà aux enfants, aux petites filles ou aux petits garçons des petits, dire non pour une chose, c'est plus tard apprendre aussi à dire non à un homme pour ce qu'elle n'a pas envie de faire. Et si on apprend aux jeunes filles dès le départ, c'est toujours oui, et que dans son éducation, c'est qu'elles doivent accepter la personne, ou à partir du moment où on épouse quelqu'un, on a cette culpabilité, comment on fait pour aller au-delà, eh bien c'est difficile. Et moi, par rapport à mon histoire, encore une fois, le mariage forcé, par exemple, moi, de toute ma génération, à l'époque, toutes les filles en région parisienne, à Meaux et dans toutes les villes environnantes, mes cousines, mes copines d'origine ouest-africaine ont toutes été mariées de force, parfois dès l'âge de 12 ans, 13 ans, toutes. Et je n'avais aucun modèle, mais c'est juste qu'au fond de moi, je sais pas, j'ai pas réussi à accepter parce que on avait cette pression familiale, les parents, les parents qui allaient être remis en cause, la mère qui risquait d'être reniée, toute la famille, tout le monde allait porter le poids de mon choix. Et je le raconte très bien dans mon livre. Il y a eu, c'est ma mère qui a pété les plombs à ce moment-là pour me protéger. Donc du coup, comme ma mère était malade, eh bien la famille a moins mis la pression parce que cette pression, elle est au niveau des parents ici, mais de toute la famille élargie jusqu'en Afrique. Donc voilà, donc c'est tout un système.
Et dans la société dans laquelle on vit, une femme, quand elle va porter plainte, eh bien, parfois, on remet en doute. On va se poser des questions sur son passé. On va se poser des questions. Est-ce qu'elle n'a pas accepté d'une certaine manière que cette situation arrive? Donc, il y a tout ça. Et donc, du coup, parfois, c'est beaucoup plus difficile de se dire, on va porter plainte, que de dire, j'accepte, c'est peut-être ma faute, c'est peut-être moi qui ai provoqué cette situation, parce que par moment, c'est aussi la société qui nous renvoie ça. Donc, c'est un changement en profondeur dans l'éducation, dans les mentalités, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des hommes, au niveau des femmes. Elle intériorise la soumission. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai. Mais quand vous dites, et vous avez raison de rappeler ça, Sally Diop, c'est que effectivement, c'est considéré comme normal, le mariage, mais c'est pas toi qui choisis, c'est nous qui choisissons, et puis voilà, et t'as rien à dire. Et c'est fou, parce que voilà, vous dites voilà, toutes mes cousines ou mes amies autour de moi, toutes elles ont été mariées comme ça, et on se dit, mais c'est encore comme ça, et oui, c'est encore comme ça. Et c'est vrai que la bataille, elle est permanente, quoi. Oui. Quand dans son éducation, on nous dit que l'amour viendra avec le temps et que nos parents étaient mariés comme ça et qu'on doit être mariés de la même manière, et que dans notre foi aussi, dans nos croyances, nos parents, c'est Dieu sur terre et qu'on doit les écouter parce qu'ils ne veulent que du bien, parce qu'un parent, il fait ça pour son enfant. Et ce qui est le plus douloureux, c'est de savoir que le parent, quand il fait ça, c'est pour protéger son enfant, c'est pour ne pas l'exclure, c'est pour qu'il soit intégré. Dans le milieu. Donc c'est très compliqué. Et c'est, comme je dis, c'est encore une fois, c'est l'éducation, c'est la société, c'est les mentalités, c'est à tous les niveaux. Et c'est à chacun de se saisir ce problème et de faire en sorte que ça évolue, parce que les femmes seules n'y arriveront pas d'une part, et de deux, je pense qu'il faut et des femmes et des hommes qui ont ensemble cette volonté de pouvoir améliorer les choses et de faire en sorte que tout le monde soit heureux et épanoui, et que chacun soit libre. Ce serait mieux. Richard, vous voulez, on n'a pas beaucoup de temps pour vous voulez vraiment, oui, merci. Vous voulez parler de l'étude aussi, de l'étude Lancet, mais très rapidement alors, parce qu'on a peu de temps. Alors très rapidement, oui. Moi, je dirais que l'étude Lancet, là, à qui profitent ces études-là, quoi. Le professeur Raoult, pour bloquer la maladie avec son protocole, ça coûte 5 à 10 euros. Et puis ceux qui ont commandé cette étude, si on cherche bien, ça coûte beaucoup plus que ça. Donc moi je pense qu'on devrait chercher à qui profite cette manipulation d'information. Moi je pense que le pharma ne doit pas être loin. Voilà. Oui, mais écoutez, on cherche, et je crois que vous ne vous trompez pas trop sur effectivement l'origine de la chose et les grandes manœuvres autour de cela, quand on sait que ça concerne quelques milliards d'habitants sur Terre. Évidemment, la manne, je ne dis pas céleste, mais la manne matérielle, elle attire beaucoup. Vous voyez, c'est la tentation, et quelle tentation. À tout de suite, après une petite pause. Et toujours avec vous dans tous nos états, et avec Sally Diop, qu'on remercie vraiment pour son témoignage, maire adjointe déléguée à la jeunesse de la ville de Meaux, et présidente de l'association Imani, qui fait beaucoup pour les femmes et la violence, et contre la violence faite aux femmes. Sally Diop, non pas votre dernier mot, mais votre plus récent mot, parce que vous reviendrez évidemment chez nous, on fera ça, nous fera toujours plaisir. Alors déjà, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir reçu. Merci beaucoup Berkoff, merci à toute l'équipe et merci aux éditeurs pour cet échange. Et puis, on continue, on essaye d'avancer et de travailler. Et puis, j'invite les gens à lire mon livre Imani et puis à nous rejoindre sur l'association Imani. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Eh bien, écoutez, on vous écoute et on vous a effectivement écouté et enregistré. Merci Sally Diop, et nous on continue avec les auditeurs de Sud Radio. Et je rappelle que le livre de Sally Diop s'intitule Imani, qu'il est publié aux éditions Michalon pour tous ceux qui voudraient se le procurer. Je rappelle aussi le numéro qui a été évoqué par notre invité, le 3919, à composer évidemment en cas de violences faites aux femmes. Quoi qu'il en soit, 0826 300 307, autre numéro, c'est celui de Sud Radio. Et tout de suite, on donne la parole à Luc qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Luc. Bonjour Monsieur Berkoff, merci de me prendre
à votre émission. Déjà, je voulais dire que bien que je compatisse effectivement aux écrits de Madame Diop, je n'ai pas pu me préoccuper plus avantage de ces écrits, mais je le ferai très prochainement parce que ça a l'air très émouvant. Je voulais intervenir sur l'intervention de Rafik Smati. Ce monsieur que je connais un petit peu pour le suivre, non pas sur ses engagements et autres, a mille fois raison. Je vais vous raconter une petite anecdote très courte. Aujourd'hui, j'ai parce qu'il faut dire aux gens la réalité des choses dont ils n'ont aucune idée. J'ai une compagne qui a une petite société commerciale d'immobilier. Elle gagne grosso modo 120 000 euros TTC par an. D'accord ? Sur ces 120 000 euros, elle a 20 000 euros de dépenses. Il lui reste 100 000. Ces 100 000, il faut qu'elle paye 20% de TVA dessus. Il lui reste 80 000. Sur ces 80 000 euros qui représentent son bénéfice net, elle a 30% d'impôt, grosso modo. Quand vous prenez la cotisation foncière des entreprises, la CFE, c'est la taxe professionnelle, qui n'a pas été, contrairement à ce que tout le monde dit, annulée par Sarkozy. Moi, sur une de mes sociétés, j'ai reçu le même jour une lettre de M. Sarkozy, alors ministre des Finances, me disant qu'il avait le grand plaisir de me supprimer la taxe professionnelle, et dans le même courrier, dans la même enveloppe, taxe cotisation foncière des entreprises pour le même montant au centime près. Donc, elle n'a pas été supprimée. C'est la taxe professionnelle passée de l'une à l'autre. Oui, changement d'étiquette. Dans le même courrier, je vous jure, François Bercoff, dans le même courrier. Ensuite, il lui reste, sur ces 80 000, 30% d'impôt, il lui reste 56 000 euros. D'accord ? Là-dessus, c'est son argent. Bon, elle veut se les verser en dividende. Dividende, c'est entre guillemets le salaire que prend le chef d'entreprise pour rémunérer son action. Là-dessus, elle a 30% de prélèvement obligatoire. Il lui reste 39 200 euros. D'accord ? Alors ça, c'est l'argent qu'elle a dans la popoche. Bon, quoi qu'elle fasse avec ces 39 200 euros, elle va payer 20% de TVA. Partout. D'accord ? Oui, vous voulez dire si elle achète quelque chose, si elle fait quoi ? Ah ben oui, parce que si vous avez de l'argent, c'est pour en faire quelque chose. Bon, bien sûr. J'ai payé des vacances, des machins et tout. Elle va payer 20% de TVA. Bon, il va lui rester 30 000 euros, grosso modo, et là-dessus, elle va pouvoir vivre allègrement avec 2 600 euros par mois pour une année de boulot. Mais attention. Et attendez, c'est intéressant, juste, on est parti de combien ? La première somme que vous nous avez donnée. 120 000 euros TTC, on enlève 20 000 euros de dépenses, qui sont hors bilan, sur lesquels vous avez, pour travailler, il faut dépenser de l'argent. Le téléphone, la voiture, l'essence, on paye déjà, sur l'essence pour le boulot, on paye déjà 75% de taxes, d'accord ? Un petit loyer de 400-500 euros pour un petit bureau, et puis voilà. Sur ces 31 360 euros qui restent à la fin, eh bien, elle va en profiter allègrement, en payant du péage, 75% de taxes sur les essences, et à nouveau, bon, voilà. Donc, quand j'en compte, alors, on va me pouiller la vie en me disant, mais non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ci. Mais pour que les gens comprennent, il faut leur donner des chiffres qui soient percutants, si vous voulez. Véritable, oui. Et moi, quand j'entends des amis qui sont salariés, qui me disent, mais c'est pas ci, ça, c'est pas ci, ça, je me dis, mais attends, fais ton compte sur l'année, ou sur 6 mois, tu mets toutes tes dépenses, t'enlèves 20% de tout ce que tu as acheté, et puis tu t'aperçois ce que tu payes comme impôt. Et je vais vous finir l'anecdote. Je sais que Monsieur Rafik Smati a bien œuvré aux côtés de François Juppé, Alain Juppé, pardon. Et bon, moi, je n'aurais pas voté pour Juppé, mais j'avais prévu de voter pour Monsieur Fillon. Vous parlez de Juppé ou de Fillon ? Non, il a œuvré auprès de Fillon, excusez-moi. Auprès de Fillon, Fillon, oui, c'est ça, parce que j'étais de François Fillon, oui. D'accord. Voilà, il a œuvré auprès de François Fillon. Et d'accord. Bon, ma compagne et moi, alors l'anecdote dont je vous parle, c'est ma compagne, d'accord ? Ma compagne et moi, on voulait voter Fillon. Ma compagne a eu une carrière dans le notariat. Elle a commencé à 14 ans à travailler en usine, et elle a fait une très belle carrière dans le notariat. Bon. Elle a payé des impôts et tout. Elle a sa retraite de notaire, sur laquelle elle paye des impôts, point barre. Aujourd'hui, elle a 76 ans. Elle a recommencé à travailler à 72 ans dans l'immobilier pour payer les études de ses petits-enfants que leurs parents ne pouvaient pas payer. D'accord ? D'accord. Quand on a appris que M. Fillon avait fait bénéficier sa femme d'1 million d'euros, bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de procès réel, machin et tout, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Cette femme charmante au demeurant
ne sachant même pas où était l'Assemblée nationale, et qu'elle a appris par la suite, et très rapidement, que les enfants de M. Fillon, qui faisaient des belles études et tout, avaient bénéficié chacun de 50 000 euros pour des prestations et tout, alors qu'elle, à 73, 74 ans, était obligée de payer, de travailler pour payer après je dirais 40 ans au service de l'État, puisque ce sont des officiers ministériels. Eh bien, écoutez, pour la première fois de ma vie, j'ai vu cette femme avoir une larme à l'œil. Voilà. Elle en a pleuré. Oui, non mais vous savez, malheureusement, il n'y a pas que Fillon. Il y a toute une classe qui a agi de la même façon et qui a agi de la même façon et qui, quelque part, en tout cas pas tous, on ne va pas généraliser, et continue d'agir comme ça. Non, le problème que vous exposez, c'est le problème effectivement des taxes, impôts et compagnie. Problème des prélèvements obligatoires. On sait très bien que la France, c'est recordman du monde en prélèvements obligatoires. Pratiquement 50% du PIB. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire qu'on accumule à la commune et on fait tout pour ça. Et encore une fois, Rafik Smati en parlait très bien. Nicole Pénicaud qui a dit, qu'est-ce qu'elle dit, Nicole Pénicaud? Attendez, vous avez quand même des biens, les Français, vous avez du patrimoine. Alors, 60 milliards, alors il faut quand même donner un peu, il faut contribuer, il faut être solidaire, etc. Mais c'est vrai qu'il faut que l'État commence, effectivement, par balayer devant sa porte et de ne pas saigner et les Français et de saigner d'une manière incroyable. Vous savez, avec Sally Diop, on parlait aussi avec des auditeurs avant vous, de gens qui vivent avec 300 € par mois. 300 € par mois. Donc tout ça, effectivement, il y a beaucoup, c'est les travaux d'Hercule, beaucoup de choses à faire en ce qui concerne le poids des taxes, le poids des impôts, etc. Et que ça devient vraiment quelque chose d'assez terrifiant. Et on le sait, tout le monde le sait, on le dit, vous avez bien fait de parler de votre cas, vous avez été avec des chiffres précis. Malheureusement, rien ne change là-dessus. Est-ce que ça changera un jour? On ne sait pas. Jean-Marie, merci à tous. Dernier auditeur. Ça va être difficile, il nous reste 30 secondes, André, à mon avis. Je préfère qu'on donne la parole à Sébastien qui nous appelait des temps au 0826 300 300. On lui donnera la parole en premier demain dès 13h sur Sud Radio. C'est une chose qu'on lui promet et qu'on vous promet à tous. Merci André Berkoff. Bonne journée à vous. Bon merci courage. Jean-Marie Bordry. À midi, en direct sur Sud Radio. Merci à vous tous. On va s'appeler par nos noms et nos prénoms de la manière la plus polie qui soit. La journée continue sur Sud Radio. Juste après les informations, vous retrouverez Brigitte Lahaye.